Alors, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bienvenue à cette séance d'information sur le programme de dépistage du plomb dans l'eau potable dans le secteur du Vieux-Limoilou. Alors, je vais laisser quelques secondes pour pour les gens à la maison, le temps de se brancher. On avait environ une 70 environ inscriptions en ligne. Alors, le temps que les gens se branchent, ça prend des fois un petit délai. Et pour les gens en ligne, nous avons 11 personnes en salle. Alors, bienvenue, bien contente de vous voir. En attendant que les gens se branchent, on est déjà rendu à 40 participants. Pour les personnes en salle, vous allez sûrement avoir soif d'entendre parler de l'eau toute la soirée. Alors, on a disposé des verres d'eau puis des pichets. Alors, si vous voulez, n'hésitez pas, l'eau de la ville. Alors, avant l'entrée, je regardais, je me disais qu'elle était un petit peu jaune. Fait que là, la chimiste, elle me disait, ben là, il faut que tu laisses couler quand même un peu. Nanana. On a les spécialistes ici vraiment là, pour tout ce qui touche l'eau, la couleur, l'odeur. Puis, on risque d'avoir beaucoup d'informations très intéressantes. Alors, pour le moment, je vois que les inscriptions ont cessé de monter. On est à 42 personnes. Alors, c'est parfait. Alors, on va commencer. Alors, mon nom, c'est Anne Pelletier. Je suis conseillère en consultation publique et je vais m'occuper de la gestion des droits de parole, de l'animation de la soirée et je vais être accompagnée par mon collègue Ernesto Salvador Cobos, qui est en ligne présentement, donc en ligne sur Zoom. Comme je disais tout à l'heure aux participants en salle, qui sont environ une dizaine, nous sommes 40 personnes en ligne et ça continue de monter quand même un peu. Alors, tout de suite, je vais vous présenter les personnes qui nous accompagnent ce soir. D'abord, nous avons Mme Christine Beaulieu, qui est chimiste, chef de laboratoire du service du traitement des eaux. Nous sommes aussi accompagnés de sa collègue Valérie Gauthier, chimiste du même service du traitement des eaux, et de Mme Christelle Brouillette, ingénieure du service du traitement des eaux. Alors, ce sont trois collègues là, qui vont nous faire la présentation ce soir. Et il y a aussi d'autres personnes ressources pour répondre aux questions. Des fois, c'est des questions pointues. On voulait être, être certain d'avoir toute l'expertise nécessaire pour vous répondre. Alors, nous avons à l'arrière M. Guillaume Couillard, directeur de section aux opérations. Nous avons aussi M. Martin Forgue, directeur de division du service de l'entretien des voies de circulation. Il est accompagné également de François Légaré, directeur de section de la foresterie urbaine, ainsi que M. Éric Tremblay, qui est le premier technicien au bâtiment, alors tout ce qui s'appelle le programme de subvention. Alors, vous voyez qu'on est une bonne équipe qui est prête à répondre et nous avons d'autres personnes aussi en salle, là, si jamais il y avait des questions un peu plus pointues, pour y répondre. Puis aussi, nous sommes accompagnés par notre élue, Mme Jackie Smith. Vous pouvez vous asseoir à l'avant, Mme Smith aussi. Oui, votre siège est là, puis on vous a mis un verre d'eau frais pour l'accueil. Alors, en attendant que Mme Smith s'installe, je demanderais peut-être à Ernesto de nous faire l'explication pour les gens en ligne, là, comment on va fonctionner là, pour l'outil QR, puis on est en mode webinaire aussi. Donc, je laisserai la parole pour expliquer aux gens en ligne comment ça fonctionne de leur côté. Merci beaucoup, Anne, et bonsoir à tous et à toutes. Effectivement, pour ce qui est de votre participation en ligne, et si vous voyez votre écran, au bas de votre écran, vous allez avoir trois boutons: conversation, lever la main et Q et R. Et pour cette séance, nous allons privilégier l'utilisation du bouton Q et R et nous allons privilégier les questions par écrit. Toutefois, si vous préférez ou si vous ne pouvez pas vous exprimer par écrit, vous aurez toujours la possibilité de manifester votre intérêt à participer en levant la main, en utilisant le bouton lever la main. Et, et là, au cours de la présentation, je vais vous envoyer des informations générales en utilisant le bouton converser. Et bien sûr, nous allons avoir dans quelques instants les instructions concernant la période de questions-réponses. Alors, voilà, c'est juste pour débuter, mais voilà, je laisse la parole à ma collègue Anne Pelletier pour la suite. Merci beaucoup, Ernesto. Alors, au niveau des invitations, comment on a réussi à vous rejoindre? Pour la plupart d'entre vous, vous avez reçu un carton d'invitation porte à porte qui vous invitait à se joindre à nous pour asseoir et aussi des informations là, pour nous contacter pour avoir plus d'informations.
Alors, on parle d'environ 4 700 personnes là, portes, bâtiments qui ont été touchés, qui ont reçu ce carton-là pour l'invitation de ce soir. Au niveau du déroulement, vous allez voir, c'est assez simple. Première personne, nos spécialistes à l'avant vont faire la présentation et ensuite, nous aurons une période de questions et de réponses. On devrait terminer vers environ 21 heures ou plus tôt, là, selon s'il y a des questions ou non. Et notre objectif ce soir, c'est vraiment une séance d'information sur le dépistage du plomb dans l'eau, présentation du programme d'élimination du plomb dans l'eau potable, ainsi que les techniques de dépistage. Et aussi, notre objectif, c'est de répondre à vos questions. Alors, pour les gens en salle, on est accompagnés par nos 2 techniciens, M. Michael Morin et M. Marc-Antoine Fortin, qui vont nous accompagner pour le soutien technique. Alors, je passerai la parole à Mme Jackie Smith pour le mot de bienvenue. Bonjour tout le monde et merci beaucoup d'être ici ce soir, de nous écouter. C'est quand même un enjeu extrêmement important, l'eau potable. Puis j'aimerais juste souligner tout le travail qui a été fait de la part de la Ville pour justement faire les grands remplacements, les gros travaux pour justement enlever le plomb de l'eau. Moi, j'habite quand même dans le Vieux-des-Moilous, puis j'ai eu une excellente expérience avec les gens de la ville qui sont venus faire le dépistage de l'eau potable et c'était positif, mais j'ai quand même eu des bonnes consignes. Donc, merci d'être ici ce soir, puis passez le mot avec vos voisins parce que ça vaut vraiment la peine de participer. Merci. Merci beaucoup, Mme Smith. Et pour l'information pour les gens dans la salle, la séance est enregistrée. Alors, naturellement, là, si vous posez des questions au micro, on capte votre image et vos questions. C'est souvent super bénéfique pour les citoyens là, qui n'auraient pas assisté à la séance ce soir, qui vont nous écouter demain, d'avoir vos questions parce que c'est vos voisins, c'est vos voisines. Alors, les questions qui vous touchent, souvent, ce sont celles aussi de gens qui ne sont pas présents mais qui auraient aimé participer à la séance. Alors, sans plus attendre, je vais passer la parole à Mesdames Beaulieu, Gauthier et Brouillette pour la présentation. Bien, merci beaucoup. Dans un premier temps, je tiens vraiment à vous remercier d'avoir accepté notre invitation. On le sait que le programme d'élimination du plomb dans l'eau potable, c'est quand même un sujet qui peut susciter diverses réactions. Ça peut être de l'ordre de l'intérêt, de la curiosité, des préoccupations aussi par rapport à la qualité de l'eau potable, mais aussi questionnement par rapport à qu'est-ce que ça implique en termes de travaux, en termes de manipulation, en termes de suivi. Donc, on est vraiment là, c'est le but de la démarche ce soir, c'est de vous offrir notre expertise, de vous offrir aussi l'accueil qu'on va vous offrir par rapport à vos préoccupations. Puis, on veut vraiment faire en sorte que vous vous sentiez confortable de pouvoir les verbaliser, et les exprimer, ces préoccupations-là. Nous, ça va venir nous nourrir aussi dans notre démarche pour pouvoir aller plus loin puis bonifier encore plus la démarche qu'on fait par rapport au programme d'élimination. Et il faut garder en tête que c'est un programme qui est là pour durer un certain temps. Donc, on ne peut pas faire le tour de toutes les résidences en claquant des doigts. Donc, on va vraiment bénéficier de ce que vous allez nous apporter pour pouvoir faire en sorte que ce soit la meilleure expérience possible pour l'ensemble des citoyens de la Ville de Québec. Pour ce faire, ce soir, j'ai demandé à mes collègues qui font partie prenante de l'équipe de pilotage du programme de se joindre à moi pour vous faire une présentation justement au niveau des enjeux. Le pourquoi, qu'est-ce qui vient baliser l'exercice du programme d'élimination du plomb dans l'eau potable et ainsi aussi sur les questions techniques. Qui sont les questions qui sont les plus souvent formulées par les citoyens en matière justement de dépistage et de remplacement de conduite. Donc, je vais céder de ce pas la parole à mes collègues. Premièrement, à Mme Gauthier, qui est chimiste, et ensuite à Mme Brouillette pour vous illustrer un peu plus en détail là, le contenu comme tel de ce programme-là. Merci beaucoup d'être là. Merci, Christine, pour la présentation. Ça me fait plaisir. Si je peux me permettre de rajouter, on a notre collègue Sharon Baker qui est à l'arrière avec tout le matériel qu'on utilise couramment pour faire le dépistage et tout ça. Donc, merci d'être là, ce qui n'était pas tout à fait dans le scénario. Donc, je tenais juste à lui dire, à signifier qu'elle existe. Donc, sans plus tarder, je vous présente rapidement la séance, le plan. Donc, je vais tout à l'heure y aller avec les exigences réglementaires. Je vais vous en faire l'état de la situation aussi pour voir ce qu'on en est au niveau de la municipalité. Et par la suite, ma collègue Christelle va y aller avec le dépistage et travaux de remplacement. Puis, on pourra y aller aussi avec les périodes de questions.
Donc, les exigences réglementaires, juste faire un topo un peu de où on part, pourquoi qu'on est rendu, où est-ce qu'on est. Simplement que Santé Canada suite à, en fait, le gouvernement provincial a changé la norme de la quantité de plomb dans l'eau potable suite à des recommandations que Santé Canada a fait là, de ça quelques années. Donc, comme vous pouvez voir avec cette échelle, là, vous allez voir que dans le temps, la norme a beaucoup changé en diminuant pour protéger la santé aussi de ce fait. Donc, nous sommes rendus maintenant à 5 microgrammes par litre. C'est peu, mais en fait, c'est vraiment selon la norme que le gouvernement provincial a maintenant changé. Alors, la municipalité se conforme à ce que tout simplement le gouvernement provincial nous demande de faire. Donc, c'est la raison pour laquelle on en est là présentement. C'est pour laquelle, dans le fond, le gouvernement du Québec nous oblige en fait à faire un programme, puis qu'on démontre qu'est-ce que la municipalité peut faire pour pouvoir dépister le plomb dans l'eau potable, pour voir où on en est sur le territoire. Donc, les 3 objectifs du programme, simplement, c'est de remplacer les canalisations en plomb qui lui appartiennent dans un premier temps, interdire les branchements d'eau potable qui vont être non conformes et contrôler la corrosion aussi à l'intérieur du réseau d'aqueduc. Pour vous faire un bref un état de la situation. Présentement, sachez que l'eau de source qu'on prend de différentes eaux brutes que nous avons à la ville ne contiennent pas de plomb. En fait, c'est vraiment souvent là, les différents accessoires de plomberie, la robinetterie qui peuvent en contenir, desquels on n'a pas le contrôle, qui proviennent de partout à travers le monde, des différents alliages et tout ça. Donc, pour ce qui est du programme, pour le moment, là, c'est sûr que c'est les maisons, les bâtis construits avant les années 80 qui vont être sujets à être dépistés, qui consiste à environ 77 000 bâtiments. Puis, on estime qu'il y a 3 500 branchements potentiels là, sur le territoire qui peuvent être possiblement en plomb, du fait que certaines canalisations ont été faites lors du temps de la guerre ou qu'on sait qu'il y a du plomb qui a été utilisé pour construire certaines canalisations sur le territoire, à la municipalité. Donc, pour dire que présentement, les chiffres qu'on a là, démontrent que c'est vraiment la décennie plus là, des années 40 qu'il y a plus de possibilités d'en trouver. Donc, on travaille en fait là, à prioriser un peu plus cette probabilité-là pour le plus possible enlever le plomb le plus rapidement possible dans les bâtis qui risquent le plus d'en avoir. Si vous me permettez, je rajouterais peut-être juste une précision. On parle de conduite. Oui, en effet, le plomb a déjà été utilisé pour faire des canalisations d'eau potable. Mais ce qu'on sait à l'heure actuelle par rapport au réseau d'aqueduc de la Ville de Québec, c'est que les conduites d'aqueduc comme telles du réseau ne sont pas en plomb. Les seules canalisations en plomb qui restent comme telles, c'est vraiment ce qui est associé au branchement de service, puisque le plomb ne peut être utilisé que pour une certaine grosseur de conduite. À partir du moment où on dépasse un certain diamètre, c'est sûr qu'on ne peut pas utiliser du plomb. Et c'est pour ça qu'on peut vous assurer avec une assez bonne certitude que sur le réseau d'aqueduc, il n'y a pas de canalisation en plomb, contrairement à d'autres municipalités où on sait qu'ils ont encore ce type de canalisation-là. Mais à Québec, le ménage a été fait, donc c'est particulièrement les entrées de service qui sont en question. D'ailleurs, vous allez pouvoir voir un bout à l'arrière si jamais vous êtes intéressé à voir un peu à quoi ça ressemble. On en a apporté un, mais merci, très bonne précision. En effet, ça peut vous rassurer pour ça. Donc, je passe la parole maintenant à Christelle. Donc, moi, je vais vous parler un petit peu plus des méthodes de dépistage et des travaux de remplacement également. Dans le fond, on va passer à travers plusieurs questions d'ordre un peu plus général qui pense qu'il pourra… Oui, merci. Donc, c'est ça, plusieurs questions d'ordre un peu plus général qui, pour répondre là, à pré-répondre à des questions qu'on pense que vous allez avoir. Fait qu'expliquer un peu plus ce projet. Fait qu'est-ce que toutes les propriétés de la Ville de Québec seront dépistées? Valérie l'a quand même mentionné tantôt, mais c'est vraiment les années construites avant 1980 qu'on regarde parce que c'est à partir de 1980 que la norme là, qui interdit le plomb est rentrée en vigueur. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on peut aller voir aussi d'autres maisons. On a vu quand même certaines maisons qui dataient d'avant, mais qui ont été reconstruites après les années 80, qui peuvent avoir encore les branchements. Fait que quand on fait un secteur, on y va un petit peu plus large là, pour être certain de vraiment éliminer toutes les conduites en plomb qu'on trouve là, sur le territoire.
Donc, d'où provient le plomb? Bien, le dépistage permet de détecter les branchements d'eau potable en plomb, puis le plomb, bien, comme également Valérie l'a mentionné, il n'est pas dans l'eau. À la sortie des usines de traitement d'eau, il n'y a pas de plomb, mais c'est contaminé par les branchements, par le matériau, donc branchements d'eau potable, accessoires de plomberie également qui peuvent être là, robinetterie qui peuvent causer justement le plomb là, dans l'eau. Comment maintenant on fait pour dépister le plomb? Donc, tu sais, ce que vous pouvez vivre là, chez vous quand on va aller, il y a deux techniques qui existent. Donc, soit l'analyse en laboratoire suite à un prélèvement d'eau, ou l'inspection visuelle suite à une excavation pneumatique. Donc, un prélèvement d'eau, dans le fond, on va vous contacter soit par appel téléphonique, prise de rendez-vous, ou on va vous donner un avis en disant qu'on va passer dans les prochains jours. On va justement à votre résidence, on va aller faire un prélèvement soit au robinet de la cuisine ou au robinet extérieur. On va faire une stagnation, donc pour que l'eau stagne dans les conduites. Après ça, on va prendre un prélèvement et on va les analyser au laboratoire là, de la ville et là, vous allez avoir les résultats par la suite, donc une lettre, que ce soit conforme ou non conforme. L'autre façon de faire également, c'est l'excavation pneumatique. Donc, dans le fond, qu'est-ce que ça consiste? C'est justement, vous voyez là, les photos qu'on vous présente, c'est vraiment un trou à environ 1 pied de diamètre. Donc, on creuse là, jusqu'à la conduite pour voir le matériel. Donc, vous allez également être avisé là, lorsqu'on va passer chez vous là, quelques semaines avant. On va faire le trou, puis immédiatement, on va voir si la conduite est en plomb ou en cuivre, puis vous allez être avisé là, si elle est en plomb dans un bref délai. Là, sûrement, vous avez des questions en disant quelle technique sera dépistée. Bien, c'est vraiment la technique dépend, c'est à la discrétion de la ville, mais ça va dépendre de plusieurs facteurs. Là. Des fois, bien, l'aménagement va permettre de faire une excavation ou pas. Les délais également peuvent nous aller vers un ou l'autre. Le type d'habitation également. Donc, il y a des pour et des contre pour chacun des techniques de dépistage. Dans le fond, pour le prélèvement, bien, c'est sûr que pendant la période de stagnation, il y a 30 minutes qu'on ne peut pas utiliser d'eau. Les délais de résultats sont également un petit peu plus longs. Là, on parle environ 60 jours avant d'avoir nos résultats. Par contre, les points positifs, les résultats sont très précis. Là, dès qu'il y a du plomb, on le voit dans les résultats et c'est également plus économique que l'excavation pneumatique. Au niveau de l'excavation pneumatique, bien sûr, ça fait un bris dans l'aménagement, vu qu'il faut creuser jusqu'à la conduite. C'est plus coûteux également que le prélèvement. Par contre, le résultat est très, très rapide. On le voit immédiatement, c'est quoi le matériau, puis on peut utiliser l'eau durant l'excavation. Puis ça, peu importe la technique qui est utilisée, c'est aux frais de la ville. C'est vraiment selon la meilleure façon pour nous, là, on choisit la technique à utiliser. Est-ce que la ville effectue du dépistage pour l'année? En ce qui consiste au niveau du prélèvement d'eau, on fait seulement ça de juillet à septembre environ. C'est vraiment parce qu'il faut que la température de l'eau atteigne à environ 13 degrés là, pour que justement, les métaux sont plus solubles dans l'eau. Et au niveau du dépistage par excavation pneumatique, bien là, on peut en faire plus longtemps, donc environ de avril à novembre. Là. Dans le fond, quand il n'y a plus de neige sur les terrains, c'est possible de faire cette technique. Maintenant, quelle propriété qui sera dépistée cette année? Dans le fond, l'objectif 2023, c'est 1500 prélèvements d'eau et 2300 excavations pneumatiques qui vont être faites en 2023. Pour ce qui concerne la cité Limoilou, on parle environ de 1100 propriétés qui seront dépistées. Dans le fond, ces 1100 propriétés-là sont réparties dans une quarantaine de rues. On ne vous a pas mis la liste parce que ça commence à être un petit peu complexe pour la montrer, mais on a la liste qui est également accessible. Là, je pense que dans la séance d'information, vous pouviez voir là, quelle propriété, si votre propriété était impactée. Quoi faire si j'ai un branchement en plomb? Donc, si on détecte un branchement en plomb, on va vous remettre un pichet filtrant. On l'a mis là en arrière là, de style Brita qui va permettre justement d'éliminer l'eau pour la consommation en attendant que le remplacement soit fait. Donc, dans le fond, si le remplacement, si on trouve le plomb au niveau du branchement public, la Ville va effectuer le changement dans les 4 ans qui suivent le dépistage, mais habituellement, c'est l'année d'après. Donc, si on découvre à l'été, normalement, l'année d'après, on va remplacer la partie publique. Et si le branchement, c'est la partie privée, donc votre section, vous avez 4 ans pour effectuer le remplacement. Et il y a une subvention, par exemple, que vous êtes éligible jusqu'à un maximum de 2 500 $. Je te laisse la parole, Valérie. Pour ce qui est de la foresterie urbaine, justement, tout à l'heure, on parlait des arbres.
Donc, c'est vraiment ce service-là qui va s'occuper, cette équipe-là qui va s'occuper là, de faire l'évaluation, l'inspection, à savoir si l'arbre doit être abattu ou pas dû aux travaux. C'est vraiment eux qui vont évaluer si l'arbre peut vivre malgré tout ce qui va s'être passé autour, si on peut dire ça comme ça. Donc, c'est vraiment dans c'est leur mandat principal là, de faire l'évaluation et nécessairement sera remplacé par la suite, suite aux travaux. Il y aura un autre arbre qui pourra être planté, certainement. Important de vous dire que devez-vous faire suite à un remplacement. Dans le cas là, qu'il y a un remplacement, par exemple, la ville, vous voyez là, devant chez vous qui font le remplacement. On ne pense pas toujours, on essaie le plus possible de le communiquer, mais en le sachant un peu d'avance, c'est sûr que malheureusement, il peut se libérer peut-être de petites particules, vu que le plomb est quand même un matériau qui est friable. Lorsqu'on remplace ces canalisations-là, il peut se libérer là, des particules puis qui peut continuer de vous contaminer insidieusement sans vous en rendre compte. Donc, nous, on conseille toujours, lorsqu'il y a la remise en eau, une fois les travaux effectués, d'enlever l'aérateur, le petit filtre qui se trouve au robinet de cuisine ou au robinet de consommation principale, puis de faire là, vraiment un bon écoulement de l'eau pendant minimum 20 minutes pour justement libérer toutes les particules qui pourraient, suite aux travaux, s'être trouvées là, dans le branchement. Donc, c'est ce qu'on essaie vraiment de propager, de diffuser le plus possible dans les bonnes pratiques. Qu'est-ce que les remplacements? Tout ce que je continue, je te laisse la parole. Dans le fond, pour les remplacements de branchements publics, dans l'arrondissement Limoilou, là, au complet, pas seulement les secteurs qu'on a distribué les cartons, on prévoit 87 branchements cette année répartis dans 51 rues. Fait que, comme vous voyez, on en trouve un peu partout. Ce n'est pas nécessairement des rues au complet. Fait que c'est pas parce que votre voisin en a que vous allez nécessairement en avoir. C'est vraiment réparti à travers l'arrondissement de la cité Limoilou. Vous avez vu la carte aussi tout à l'heure, on pourra vous la remontrer si nécessaire. Donc, pour d'ici au dépistage, d'ici à ce qu'on vous contacte, vous nous voyez circuler là, dans votre secteur, bien, on vous incite aux bonnes pratiques, c'est-à-dire il y a toujours la possibilité de vérifier à votre entrée d'eau, si vous êtes curieux ce soir après la rencontre, tu as la possibilité d'aller voir à votre entrée d'eau si le matériau potentiellement pourrait être en plomb. C'est une première chose que vous pourriez faire. Donc, il y a la couleur, il y a différentes techniques. Donc, on a mis une auto-inspection du branchement d'eau potable, duquel on vous amène un pas à la fois, dans le fond, à faire votre propre auto-inspection. Donc, on peut vous le rendre disponible sans aucun problème pour en vérifier la nature. C'est sûr que les inspecteurs, quand ils viennent sur place, le font aussi, mais il y a toujours moyen là, de prendre l'avance. On vous conseille aussi, d'après une longue utilisation d'eau potable, comme par exemple le matin en vous levant, quand ça fait déjà plusieurs heures que l'eau n'a pas circulé dans vos conduites à la maison, dans votre robinet. On vous conseille de faire couler là, jusqu'à ce que l'eau soit froide pour avoir l'eau du réseau qui, elle, circule toujours, qui est fraîchement traitée, on va dire, avec votre doigt tout simplement, ou 1 minute peut suffire, dépendant de la longueur de vos conduites dans votre résidence. Un pichet d'eau au réfrigérateur. Après l'avoir fait couler, des fois, c'est toujours bon de s'en garder une réserve. Aussi, le chlore s'évapore, donc ça fait une pierre deux coups. Le filtre, c'est sûr qu'utiliser un filtre Brita, ça s'achète au magasin, il n'y a pas de problème. Tant que c'est écrit, les certifications de différents métaux sont toujours écrits sur les différents filtres qu'on peut acheter dans les grandes surfaces. Donc, vous pouvez prendre l'initiative aussi sans problème. Puis, bien, toujours utiliser l'eau froide aussi pour cuisiner. C'est vraiment les bonnes pratiques qu'on vous recommande. Donc, on est déjà rendu à la période de questions. Je ferais peut-être une petite mise en garde, cependant. Puis c'est une mise en garde qu'on fait également aux personnes à qui on distribue les pichets filtrants. C'est que c'est un outil à 2 tranchants, dans le sens où il faut vraiment scrupuleusement utiliser les conditions d'utilisation qui sont recommandées par le manufacturier pour éviter que ces filtres-là, qui sont à base de charbon activé, deviennent des sources de prolifération de bactéries. Donc, c'est utile. Ça va pouvoir contrôler, entre autres, les problématiques qui sont associées à l'exposition au plomb, mais c'est toujours de garder en tête que c'est un outil qui doit s'utiliser de façon judicieuse.
Merci, Mme Beaulieu, pour la précision, ainsi que Mme Brouillette et Gauthier pour la présentation. On est rendu à la période de questions. Je vois qu'il y a quand même une douzaine de personnes qui se sont ajoutées depuis le début. Alors, bienvenue à vous, aux personnes qui sont en ligne. Je vous rappelle les consignes pour poser des questions pour les personnes en salle. Alors, il faut vraiment utiliser le micro pour que les personnes en ligne puissent vous entendre. Alors, c'est un inconfort, mais ça permet à tout le monde de bien vous entendre. Ensuite de ça, vous nommer et dire la rue sur laquelle vous habitez. Comme ça, les experts en avant vont pouvoir mieux répondre à votre question et vous parler précisément pour votre secteur, votre rue. Alors, elles connaissent bien le vieux Limoilou, alors il n'y a pas de souci, là. Le nom de la rue, ça va les aider. C'est sûr que pour les questions particulières, on dit non, mais en même temps, ça se pourrait très bien que votre question particulière réponde à plusieurs autres questions que les gens, vos voisins, vos voisines se posent. Alors, soyez bien à l'aise de venir les poser. Et pour les personnes en ligne, comment vous pouvez faire? On est en mode webinaire, alors pour poser une question, si vous bougez le curseur sur votre téléphone portable ou avec la souris, c'est avec l'ordinateur, vous allez voir apparaître dans le bas de l'écran des icônes et nous avons l'outil Q.R. Alors, questions et réponses, et c'est le mode pour poser vos questions. Vous pouvez les écrire et je vais les lire à tous pour qu'on puisse y répondre. Sinon, si vous préférez, vous pouvez aussi utiliser l'outil Lever la main. Alors, des fois, on le retrouve vraiment, l'image très facile à voir. Sinon, des fois, on le retrouve dans les émoticônes, là, les petits bonhommes sourires. Là, peu importe ce que vous allez peser, je vais aller vous chercher, puis je vais vous accorder le droit de parole pour que vous puissiez nous poser d'une façon orale les questions. Alors, on passe 2-3 minutes par personne environ. Puis, je ne vois pas de personnes par téléphone. Alors, si jamais il y a des personnes qui s'ajoutent à la séance par la voix du téléphone, je vais spécifier pour eux là, quelle fonction utiliser. Est-ce que ça vous convient pour les gens en salle pour les consignes? Oui, pas de souci. Alors, je vais commencer tout de suite par une question en ligne. Et pour les gens qui voudraient en salle poser une question, simplement vous présenter au micro, puis on va vous accorder la parole. Alors, pour les personnes en ligne, j'ai Mme Louise Caron qui demande quels sont les quartiers les plus touchés par le plomb dans l'eau? Je vais me permettre de répondre, si ça vous convient, les filles. Donc, c'est sûr et certain que quand on regarde au niveau des potentiels de retrouver un branchement de service sans plomb, ça touche vraiment les secteurs où il y a eu du développement pendant la période 1940-1949. Donc, on parle de la Deuxième Guerre mondiale. On retrouve aussi des secteurs où quand les maisons ont été construites dans la première, je dirais, partie du siècle, entre 1900 et 1930, là, on retrouve aussi une petite recrudescence, mais ce n'est pas nécessairement une incidence qui est localisée. C'est vraiment plus une question de mode au moment où les constructions se sont faites, où le matériel était plus disponible et peut-être aussi plus, je dirais, facile à utiliser, moins onéreux. Donc, c'est pour ça qu'on appelle les gens à regarder vraiment par rapport à la période de la construction de leur résidence ou de leur immeuble pour pouvoir juger un petit peu de la possibilité d'avoir un branchement de service en plomb. Je ne sais pas si ça va répondre à la question de Mme Caron. Merci beaucoup. Alors, Mme Caron, j'espère qu'on a bien répondu. On poursuit avec une personne en salle. Bonsoir. Je vois que d'après ce que vous avez présenté, notre immeuble est un immeuble de 1950. Donc, peut-être. Et je voudrais savoir dans quel ordre vous procédez. Est-ce que vous y allez par des années de construction ou vous y allez comme plus par secteur? Comment ça? Ce que je vous dirais, c'est que dès le départ du programme, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la carte du territoire de la Ville de Québec puis qu'on l'a découpée en secteurs. Pour nous, déjà là, se donner une idée. Puis nous faciliter aussi la tâche pour la priorisation. Puis pour chacun des secteurs, ce qu'on a été faire, dans le fond, c'est identifier les périodes de construction de chacun des bâtiments. Puis, ce qu'on a regardé après ça, c'est quoi la distribution de ces âges de construits-là en fonction des secteurs. Donc, les secteurs qui ont le plus de nombre de bâtiments construits dans la décennie qui présentent le plus haut fort potentiel, mais c'est sûr qu'à ce moment-là, ils vont être priorisés par rapport à des secteurs où on va retrouver de façon éparse quelques maisons construites en 1940. C'est sûr que la prémisse sur laquelle on se base pour pouvoir faire cette priorisation-là, elle est imparfaite.
dans le sens où nous, on a jusqu'à présent environ 6 000 bâtiments auprès duquel on a fait du dépistage. Et c'est sur la base des informations qu'on a collectées sur ces 6 000 bâtiments-là qu'on se projette sur l'ensemble des 80 000 bâtiments de la ville. Mais jusqu'à présent, ça semble quand même assez porteur, surtout quand vous avez vu la courbe tout à l'heure par rapport à la fréquence des branchements de services en fonction de la décennie. Puis, ce qu'on essaie de faire aussi, c'est de considérer un peu le milieu dans lequel on est. Initialement, quand on avait parti le programme, on accordait beaucoup d'importance à l'aspect défavorisation, parce qu'on le sait qu'une clientèle qui est plus défavorisée va avoir moins la capacité de pouvoir contrer les effets délétères d'une exposition au plomb. Sauf que là, on l'a rationalisé, puis on y va vraiment davantage avec une approche liée sur la proportion de haut potentiel de branchement en plomb pour nous aider à nous guider sur notre façon de se diriger sur le territoire. Merci pour votre question. On poursuit avec Madame Harvey. Alors, merci pour cette présentation. Généralement, est-ce que la subvention couvre les travaux pour enlever les canalisations de plomb sur nos terrains? Et vous mentionnez qu'il est peu probable que les branchements de la ville soient en cause et en même temps, vous mentionnez que la ville aura quelques canalisations à changer. Qu'en est-il exactement? Je vais faire une séparation entre les deux. C'est qu'en tant que bon citoyen, en tant que ville, donc je dirais, on a sur le territoire de chacun des bâtiments une emprise municipale. Et sur cette emprise municipale-là, la conduite du branchement de service qui passe, ça relève de la propriété de la ville. Donc, quand on parle que la Ville de Québec a des branchements ou des canalisations à changer, c'est la partie publique des branchements de service qui passe sur votre terrain puis qui va alimenter votre résidence, mais qui n'appartient pas à vous, qui appartient à la Ville. Donc, ça, c'est le premier devoir auquel la Ville s'astreint. Ça, c'est dans un premier temps. Puis, dans un deuxième temps, si vous pouviez me rappeler, Anne. Oui, c'était pour savoir si la ville aurait quelques canalisations à changer. Pour la première, la première, est-ce que la subvention couvre les le travaux? montant de la subvention? Oui. Parfait. Je vais peut-être vérifier tout à l'heure avec Éric si tu es d'accord avec ma réponse par rapport au montant, mais de façon moyenne, jusqu'à présent, depuis le démarrage du programme, le coût moyen pour le remplacement d'un branchement de service en plomb est de l'ordre de 4 850 $. On parle d'un coût moyen. Le pourquoi on dit moyen, c'est qu'une résidence qui va avoir vraiment sa façade très collée sur le bord de la route, bien, la longueur du branchement de service est beaucoup moins longue qu'une résidence qui a un long terrain en façade. Donc, c'est pour ça que ça peut varier grandement d'une résidence à l'autre. Donc, quand on prend ça, de façon générale, la subvention va couvrir un petit peu plus que 50 % du coût qui est imputable au remplacement d'un branchement de service public. Pas public, mais privé, parce que le public est assumé par la Ville de Québec. Merci beaucoup. Une question, Mme Morin, plusieurs doivent se poser la question. Est-ce possible de rappeler à quel endroit il est possible de consulter la carte pour savoir si notre résidence est concernée? Bien, ça, je vais laisser le soin à mes collègues qui ont beaucoup travaillé là-dessus de faire le rappel. En effet, je peux répondre. On a préparé une fiche à vie. Donc, ça veut dire que si vous appelez pour faire la promotion du 3 en 1, non, je peux dire que c'est beau. Pour toute question, on demande toujours de communiquer avec le 3 en 1 parce que c'est vraiment à eux qu'on donne des informations supplémentaires. Donc, présentement, j'ai fourni la liste complète, là, justement, de toutes les propriétés qui vont être dépistées pour 2023. Donc, plus précisément, vous pouvez appeler puis ils vont pouvoir vous donner l'information. Merci beaucoup. On poursuit avec M. Durocher. Il réside sur la Première Avenue. Quel sera le délai entre l'avis d'inspection et l'inspection elle-même? Aussi, y a-t-il des documents à fournir lors de l'inspection? En ce qui concerne le délai, on parle de 1 à 2 semaines, peut-être 3 semaines, dépendamment de la planification à laquelle la visite où on va être en mesure de pouvoir transmettre les avis. On essaie de ne pas y arriver par surprise, donc il va y avoir quand même un délai pour être sûr que vous puissiez vous assurer d'être présent ou encore d'être préparé au moment où la visite va pouvoir avoir lieu. En ce qui a trait à la documentation, bien, étant donné que c'est une inspection, a priori, vous n'avez aucune documentation à fournir. Nous, c'est sûr qu'on va choisir la technique qu'on va utiliser, soit l'excavation pneumatique, soit le prélèvement.
Et selon, ben, nous, on va faire les observations, les constatations sur site. Donc, a priori, pour vous, c'est vraiment impact minimum, sauf peut-être pour ceux qui vont avoir la chance de vivre l'expérience du dépistage par prélèvement, où là, à ce moment-là, c'est juste de votre temps qu'on vous demande pour nous permettre de pouvoir collecter l'information puis les échantillons nécessaires pour procéder. Merci pour votre question. On poursuit. J'ai 2 questions de Mme Flavien et M. Normand qui posent la question sur le calendrier des travaux de la Ville sur une rue précise. Pour M. Normand, il voudrait combiner ses travaux sur sa propriété en même temps. Pour Mme Flavien, ce calendrier des prélèvements est davantage qu'elle aimerait savoir là, en fonction de la rue. Donc, le calendrier des prélèvements, le calendrier aussi pour les travaux en premier. Pour les travaux, je vais peut-être inviter mon collègue, M. Couillard, à nous entretenir un peu du calendrier dans le secteur justement de l'arrondissement de la Cité-Limoilou. En fait, je vous demanderais juste peut-être prendre le peut-être micro. Oui, qu'on puisse vous entendre également, puis on va pouvoir voir par le biais de la caméra à l'arrière de moi. Merci. Oui, bien, le calendrier a été fait pour les 95 adresses dans l'ensemble du territoire cet hiver. Il a été priorisé selon différents arrondissements. On a 2 équipes d'excavation qui vont travailler en parallèle sur tout le territoire. Donc, c'est dur pour une adresse spécifiquement de vous dire aujourd'hui à quel moment on va être là. Puis cette date-là peut varier selon certaines urgences qu'on a à la Ville de Québec. Donc, mais par contre, le 3-1 est informé de l'ensemble des adresses qui sont touchées par les remplacements de plomb. Il y a des dates qui sont fixées qui sont connues, les agents du 3-1. Donc, vous pourrez communiquer avec eux pour avoir cette information-là. Plus précisément, mais comme on dit, ça peut quand même varier là, de quelques jours, voire quelques semaines. Mais de toute façon, avant qu'on se déploie en avant de votre résidence, il y a un contremaître qui va avoir déjà publié un avis sur votre porte pour vous informer dans les 5-10 jours avant l'arrivée de nos équipes qu'on se représente là, en avant de chez vous. Pour ce qui est du prélèvement, c'est un peu le même principe. Il y a des techniciens qui vont passer, mettre un avis sur les portes pour aviser qu'il va y avoir une excavation pneumatique de fait dans les prochains jours. Donc, j'espère que ça répond à vos questions. Oui, puis j'attendrai M. Couillard parce que M. Normand a une spécification. Donc, parce qu'il veut combiner ses travaux sur son terrain en même temps que le passage de la Ville. Probablement d'autres citoyens voudront faire de même. Il voudrait savoir si c'est possible de connaître le nom de la compagnie qui sera sous contrat avec la Ville afin de le faire soumissionner sur ses travaux. En fait, les travaux qui sont réalisés pour le remplacement des branchements en plomb par la Ville sont faits par les employés de la Ville de Québec. Donc, il n'y a pas de sous-traitance d'exécuter pour l'excavation. Pour ce qui est des rénovations après travaux, c'est plus les gens de VC qui pourraient répondre. Puis, je ne connais pas nécessairement tous les sous-contractants qui sont engagés par la Ville. Puis de toute façon, on ne transmet pas généralement ces informations-là au privé. Idéalement, c'est que la Ville passe avant que les citoyens fassent leur partie. C'est une question de SST, de maîtrise d'œuvre. C'est aussi un peu compliqué souvent de coordonner nos travaux avec une entreprise privée qui a déjà plusieurs interventions ailleurs, comme nous aussi, là, on a plusieurs interventions sur le territoire. Donc, ça devient compliqué là, d'arriver toujours à un match parfait là, sur le terrain. Donc, idéalement, la Ville de Québec passe en premier. On laisse le terrain quand même carrossable, là, mais puis après ça, l'entreprise privée passe par la suite. C'est aussi plus respectueux des nouveaux ouvrages qui sont construits. Souvent, il y a des bris quand il y a des travaux trop rapprochés. Ça devient difficile de déterminer la responsabilité par la suite. Merci beaucoup pour les spécifications. Alors, on va poursuivre avec les questions, Mme Diane Gagnon. Puis, je veux juste parler à Mme Sévigny. Je sais que vous avez levé la main, je ne vous oublie pas. Vous êtes dans ma liste de questions. Alors, je vous ai bien vu. Là. Soyez patiente, j'arrive après quelques questions en ligne. Alors, j'ai Mme Gagnon qui, sur la 5e rue, qui aimerait savoir s'il y a des immeubles locatifs. Qu'est-ce qu'il y en est des immeubles locatifs? Elle a 4 logements. Est-ce que les 4 logements seront vérifiés? Est-ce que la subvention de 2 500 $ est par adresse ou par immeuble? Pour les bâtiments locatifs, c'est sûr que c'est un petit peu plus compliqué au niveau de la technique de dépistage parce que là, en effet, surtout dans un cas où on a 4 logements, ça implique qu'il faut gérer la consommation d'eau de 4 occupants.
en même temps, donc pour pouvoir faire la stagnation qui est requise pour le dépistage. Donc, jusqu'à un certain nombre de logements, on se permet de pouvoir faire le dépistage par prélèvement, mais quand c'est au-dessus d'un certain nombre, donc au-dessus de 4, là, ça commence à être vraiment compliqué, on va y aller davantage par une méthode d'excavation pneumatique lorsque c'est possible. Donc, ça va déjà être une façon de transiger. Normalement, ce n'est pas les 4, mettons dans le cas qui nous est soulevé là, présentement, ce n'est pas les 4 logements qui vont être vérifiés, ça va être le logement qui va être situé le plus près de l'entrée de service du bâtiment en tant que tel. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que l'objectif qui est poursuivi, c'est de faire le dépistage du branchement de service et non pas de la plomberie comme telle du bâtiment qui, malheureusement, la Ville n'a absolument aucune juridiction par rapport à la plomberie interne. Et quand on parle de la subvention, ben, c'est par branchement de service. Donc, si vous avez un bloc qui est alimenté par 2 branchements de service, ben, c'est l'équivalent de 2 fois la subvention qui est admissible. Et si c'est un branchement pour 4 appartements, ce qui risque d'être le cas, ben, à ce moment-là, on parle d'1 fois la subvention. Juste pour spécifier, parce qu'une question que je vois passer à plusieurs fois, là, la subvention de 2 500 qui est offerte par la Ville, est-ce qu'elle couvre les dépenses moyennes de remplacement des équipements ou juste le travail là, d'excavation? Bien, en fait, elle touche tout ce qui est relatif au remplacement du branchement de service, ça veut dire le matériel, mais les services aussi qui ont été encourus en termes de plomberie pour pouvoir faire ce remplacement-là. Merci. Et j'ai une question de Mme Bouchard. Alors, vous allez comprendre son langage plus que moi. Alors, probablement, Mme Bouchard, vous connaissez bien le sujet. Si le niveau gouvernemental a jaugé à 5 MCG en 2020 pour le niveau de plomb à la consommation, quelles sont les conséquences en moyen et long terme sur la santé? Dans un premier temps, ce qu'il faut dire, c'est que vous avez vu un peu tout à l'heure la règle temporelle d'évolution de la norme. Ce qui a fait en sorte que la norme a évolué à la baisse autant que ça, c'est pas le fait qu'à 50 microgrammes par litre, avant, c'était sans danger, puis que maintenant, à 5, ça l'est. C'est que dans le temps, on a gagné beaucoup en capacité d'analyse. Donc, les instruments sont de plus en plus sensibles, sont de plus en plus précis pour pouvoir aller mesurer. Donc, maintenant, quand on fait des analyses toxicologiques ou épidémiologiques, on est capable d'aller mesurer des plus petites concentrations et de voir les effets que ça peut avoir sur la santé, ce qui n'était pas possible avant de faire le lien entre les teneurs en plomb puis ce qui pouvait être observé durant les études. Maintenant, quand on regarde d'un point de vue santé, ce que Santé Canada dit, c'est qu'il n'y a pas de concentration minimale à partir duquel il n'y a plus d'effet sur la santé. Ils n'ont pas été capables, avec les études qu'ils ont fait jusqu'à présent, d'identifier un seuil à partir duquel ça devient normal ou ça devient sans danger de pouvoir consommer du plomb. Donc, sur cette base-là, c'est sûr et certain que ce que ça va avoir comme répercussion de descendre la norme, c'est d'être encore plus préventif par rapport à l'exposition, mais c'est aussi de protéger plus d'un point de vue spécifique certaines populations. Quand on parle d'exposition au plomb, il y a 2 types de problématiques. Il y a les problèmes d'intoxication, quand on a vraiment des grosses concentrations, là, où on a des impacts importants sur la teneur de plomb qu'on a dans le sang et où ça nous rend vraiment physiquement malades. Mais il y a des effets plus insidieux par rapport justement aux clientèles les plus vulnérables, nos jeunes enfants, les bambins, les femmes enceintes, où les concentrations n'ont pas besoin d'être très, très élevées en plomb pour avoir un impact parce que ça vient vraiment jouer sur le métabolisme, sur les fonctions cognitives. Et là, présentement, avec la nouvelle norme qui est sortie par Santé Canada, c'est vraiment sur ces petites expositions-là qui vont avoir des impacts, mais plus sur le développement cognitif des jeunes enfants et non pas sur un effet important côté intoxication. Merci beaucoup pour votre question et pour la réponse. Alors, Madame Singvini, je viens vous pouvez réactiver votre son pour qu'on puisse vous entendre en salle et en ligne. Alors, je vais vous demander de réactiver le son, vous pouvez le faire. Madame Singvini, je vais vous demander de réactiver le son. Bon.
On reviendra un peu plus tard, peut-être que vous avez des soucis. Alors, quand j'appuie sur réactiver le son, dans le bas de votre écran, vous devriez voir apparaître là, votre micro, puis vous pouvez appuyer dessus pour qu'on puisse vous entendre. S'il y a un petit souci, n'hésitez pas à utiliser l'outil questions et réponses puis d'écrire votre question. Puis pas de stress, c'est moi qui lis la question, alors il n'y a pas de. C'est pas visible publiquement, là, ni vos adresses. Parce que je vois qu'il y en a qui mettent leur adresse précise. Alors, je fais un peu de. Je mentionne la rue, mais pas votre adresse précisément. Alors, je vais prendre encore 2 questions et ensuite, je vais laisser la parole à mon collègue Ernesto pour les questions. Alors, j'ai M. Paquette et Mme Roy qui se questionnent sur le branchement. S'il n'est pas en plomb, en quoi est-il? Est-ce qu'il peut être en cuivre ou en fonte? De façon générale, ce que prévoit le Code du bâtiment et le Code de plomberie, c'est que ce qui est considéré comme un branchement de service conforme, c'est un branchement de service en cuivre. Donc, normalement, essentiellement, l'ensemble des branchements de service qu'on devrait retrouver maintenant sur le territoire au niveau des nouvelles constructions, ça devrait être du cuivre. Par le passé, par exemple, il y a eu toutes sortes de matériaux qui ont été utilisés. On a vu des entrées de service en laiton, on en a vu en acier galvanisé, on en a vu en plomb. Donc, ce sont maintenant, à la lumière du nouveau code, des matériaux qui sont rendus non conformes. Donc, advenant le cas qu'on s'en va sur votre territoire, sur votre propriété, puis qu'on décèle que votre branchement de service est en laiton, par exemple, bien, il va être considéré comme non conforme au même titre qu'un branchement de service en plomb. Donc, vous allez être tenu de le remplacer. Et la raison, c'est que le plomb, c'est un matériel qui est problématique, mais le laiton et l'acier galvanisé, ce sont des matériaux qui sont enrichis en plomb aussi et qui peuvent engendrer une problématique à cet effet-là. Merci beaucoup. Puis pour M. Paquette, puis c'est une question que j'ai vue à plusieurs reprises. J'habite le bâtiment Loft à côté de l'église Saint-Charles. Puis là, on avait la carte tout à l'heure que vous nous aviez présentée. Son bâtiment est en gris sur le plan des immeubles de Limoilou. Alors, il demande, est-ce à dire que la tuyauterie est sans plomb? Puis d'ailleurs, Ernesto, on pourra peut-être remettre dans l'outil de discussion, Ernesto vous a mis la page web où vous pouvez trouver la liste des propriétés qui seront dépistées cette année. Mais la question de M. Paquette est plus dans l'idée sur la couleur grise. Alors, est-ce que c'est sans plomb ou pas? Je vais laisser le soin à ma collègue qui a fait la préparation de la carte de pouvoir répondre. Dans le fond, les couleurs sur la carte indiquent souvent la décennie de la construction. Donc, en rouge, c'est les années 40 et en gris, je crois que c'est quand on n'a pas d'année de construction. OK. Donc, que dans les données de la ville, on n'a pas cette information-là. Merci beaucoup. Alors, Ernesto, on poursuit? Oui, merci Anne. Il y a une question de M. Normand qui demande quelle est la longueur de l'emprise de la ville sur un terrain privé. La longueur de l'emprise de la ville sur un terrain privé. La longueur de l'emprise, je vais demander à mes spécialistes à l'arrière de bien formuler la réponse, s'il vous plaît. Malheureusement, il n'y a pas vraiment de bonne réponse. C'est variable d'une propriété à l'autre. Je vous dirais que de façon générale, un bungalow standard, 1 mètre en arrière du trottoir ou de la bordure, ça correspond généralement à l'emprise, mais il y a beaucoup d'exceptions à cette règle-là. Puis dans le vieux Limoilou, il y a des maisons qui sont directement sur le trottoir. On les appelle les emprises zéro. Donc, la limite de propriété est souvent juste immédiatement en arrière du trottoir. Donc, ça prend vraiment une adresse formelle. Votre certificat de localisation va vous permettre d'identifier cette limite de propriété-là. Il y a un autre indice aussi, la boîte de service qui sert à fermer l'eau sur votre propriété est souvent située à l'emprise, mais encore là, ce n'est pas une règle formelle coulée dans le béton. Donc, il s'apprend avec parcimonie. Merci. Merci beaucoup. Et je peux poursuivre avec Mme Parent qui demande, une dame qui habite sur la 2e rue, et elle demande, suite au prélèvement, si le test est positif, comment déterminez-vous si c'est le branchement de la ville qui est en cause ou la section privée? Bien, je vais laisser le soin à ma collègue qui est la spécialiste maintenant en diagnostic de vous faire état un peu là, du raisonnement qui est pris là, pour faire l'interprétation des données. Drôle à dire, la spécialiste dit la spécialiste, mais ce qu'on va tenter de faire le plus possible cette année, c'est de prendre en compte vraiment les distances de chacun des bâtiments, c'est-à-dire le branchement qu'on considère privé, la longueur et la longueur aussi
publique qui va déterminer un peu quel volume d'eau on va devoir, pas quel volume, mais plutôt pendant combien de temps on va devoir faire couler l'eau pour s'assurer qu'on s'est rendu dans la partie privée puis qu'on s'est rendu dans la partie publique. Donc, on espère, et aussi, on va prendre en considération le débit qui coule au robinet. Donc, fait que c'est un grand calcul hydraulique qu'on va maintenant prendre en considération pour être certain le plus possible qu'on se rend justement dans les branchements concernés pour essayer d'être encore plus précis dans le dépistage. J'espère que ça répond. Je rajouterais peut-être juste un petit détail, c'est que l'exercice d'aller chercher le plomb, c'est d'aller chercher le plomb à l'emplacement où ce qu'il est dans le tuyau. Donc, comme ce que ma collègue exprimait, c'est qu'on soutire l'eau pendant un certain temps pour aller chercher un volume qui va aller correspondre à l'eau qui a stagné à un emplacement dans la conduite à un moment donné. Donc, c'est vraiment, comment je peux dire ça? C'est vraiment le matériel à un moment donné dans la conduite qui va venir enrichir l'eau, puis on vient la chercher. Puis on espère que l'eau ne se mélangera pas trop dans les conduites quand on va faire le prélèvement pour nous assurer de pouvoir retracer exactement à quel lieu, à quelle distance ce plomb-là se situe. Mais le plus possible, si on est capable de dire aux gens à quel endroit ça semble se situer, et même aussi, on va servir à nous-mêmes aussi la ville. On va le faire, quitte à peut-être reconfirmer aussi, parce qu'évidemment, on ne voudrait pas que les gens il y ait des frais engendrés parce que juste vu qu'on prélève une petite partie de tout un branchement, mais c'est sûr qu'il y a une erreur qui peut être un peu attribuable. Là, il y a certaines incertitudes, c'est sûr, mais avec quand même cette nouvelle technique-là, on espère être un peu plus, vous aiguiller un peu mieux, en fait. Là. Merci beaucoup. Et je peux poursuivre avec les questions, Madame Lapointe, et concernant le filtre de type Brita. Elle souligne que sont suggérés. Elle demande si l'utilisation de ces filtres combinés à l'écoulement de l'eau que vous avez mentionné plus tôt ramène le niveau des plombs à un niveau réglementaire. Normalement, la performance des filtres qui répondent à la norme NSF 53 pour l'enlèvement du plomb, ils ont une efficacité d'enlèvement de plus de 99 %. Donc, c'est toujours relatif à la quantité de plomb initialement qu'il y a présent dans l'eau. Mais je vous dirais que normalement, d'autant plus si vous combinez les deux techniques, de laisser couler l'eau et en plus d'utiliser le pichet filtrant, vous vous assurez pas mal là, d'être dans les zones où le plomb devrait être au minimum. Merci beaucoup. Et pour poursuivre, j'ai une question de Madame Roy concernant les rôles d'évaluation. Elle dit, bonsoir, les rôles d'évaluation comportent une erreur au sujet de l'année de construction de la maison. Il est indiqué 1948 alors que nous avons toute la documentation qui démontre qu'elle a été construite en 1926. Comment est-ce possible de faire modifier cette information? Est-ce que cela change votre évaluation de risque? C'est sûr que ça va avoir une incidence parce que, a priori, on va passer d'une maison qui va avoir peut-être, je dirais, un potentiel de plomb plus élevé si on se fie à l'année de 1946 versus une année de 1928, si je ne me trompe pas, 26. Mais ça reste quand même, il demeure avoir un potentiel en plomb même dans les maisons qui sont construites entre 1930, entre 1920 et 1930. Donc, ça demeure quand même un enjeu à vérifier. Là, au niveau des mécanismes villes pour le rôle d'évaluation, j'imagine qu'il faudrait probablement contacter la gestion du territoire. Mais moi, ce que je vous invite, c'est veuillez contacter le 3-1 pour nous formuler votre question, puis on va vraiment s'assurer de faire les recherches de notre côté là, pour vraiment être sûr de bien vous aiguiller, parce que là, je suis un peu surprise par la question, je vais vous avouer. Merci beaucoup. Et il y a Madame Germain aussi, elle constate que dans la liste, elle constate dans la liste que les résidences de la 3e avenue ne seront pas dépistées cette année. Et elle demande si elles le seront dans une prochaine phase. Oui, comme je le mentionnais tout à l'heure,
Le programme, la façon dont on structure nos activités, nos interventions, on essaie vraiment d'y aller avec les secteurs qui sortent avec les niveaux de potentiel de plomb les plus élevés. Et au fur et à mesure qu'on va avancer dans le temps, on va aller dans les secteurs où ce qui va avoir peut-être des moins forts potentiels. D'autant plus, là, si on a des secteurs où on a encore des résidences qui sont construites dans les périodes avant 1950, là, ça va se faire dans les prochaines années. La seule chose, c'est que ça va dépendre justement de la vitesse de progression du programme. Donc, on ne peut pas s'engager au niveau de la période, mais normalement, il devrait y avoir un dépistage qui devrait se réaliser dans les prochaines années. Merci beaucoup. Je vais céder la parole à ma collègue Anne pour la Merci. suite au niveau de la salle. Merci Ernesto. Puis effectivement, nous avons une question dans la salle. Alors, bonsoir. Bonsoir, Pascal Alberté, résident de la 3e avenue. Donc, si j'ai bien compris, il n'y aura pas de travaux chez nous cette année. Que faire? J'ai dit non, mais je fais des blagues, là, mais ma question, c'est ça. Comment? Parce que là, j'ai compris qu'il y avait 95 adresses ciblées cette année. La feuille fait 24 pages de documents avec les adresses de tous les édifices qui sont ciblés. Donc, si on n'a pas de nouvelles, est-ce qu'il faut être proactif et appeler le 3-1 pour savoir si on est ciblé cette année ou quelle année on est ciblé, ou le jour où on reçoit le petit papier sur la porte, on dit « Hurrah, je suis choisi », puis les travaux se passent en fonction du dépistage ou de l'excavation. En fait, vous voyez, les 95 chantiers qui sont déjà comme annoncés pour cette année, c'est des dépistages qu'on a réalisés l'année dernière. Okay. Donc, normalement, ce qu'on fait pour s'assurer d'une planification au niveau de nos interventions, c'est qu'on ne fera pas nécessairement les remplacements dans l'année même où ce qu'on va faire le dépistage, ça va être davantage l'année subséquente, selon la vitesse et la quantité de branchements aussi qu'on va retrouver, là. Nous, c'est sûr et certain que là, en faisant les avis pour justement rejoindre la population qui risquait de nous voir circuler sur le territoire, parce que c'est un petit peu ça aussi l'enjeu, c'est que vu qu'on va se promener, souvent ce qui va arriver, c'est que entre bons voisins, vous allez vous partager l'information et là, ça peut soulever des questions. Donc, vous êtes allé chez mon voisin, quand est-ce que vous venez chez nous? Et tout ça. Donc, c'est une façon, dans le fond, d'initier le dialogue avec vous pour vous amener, dans le fond, la conception de qu'est-ce qu'on va faire sur le terrain cette année. Pour, comme tel, les travaux de dépistage, un peu comme ce que je disais, c'est que nous, on essaie de progresser sur le territoire en fonction justement du niveau de potentiel de branchement de services en plomb. Normalement, la logique voudrait qu'on reste quand même dans les mêmes secteurs. Là, je vous dirais que dans le Vieux-Limoilou, on était là l'année passée, on se déplace un petit peu. Il y a quand même beaucoup de bâtiments à couvrir. Donc, on pourrait s'attendre à ce que dans les prochaines années assez rapprochées, ça puisse se faire. Mais c'est toujours tributaire de comment ça avance au niveau du projet. Pour les branchements, les travaux comme tels par la suite, bien là, ça va vraiment dépendre justement de la charge de travail qu'on va avoir à réaliser. Parce que je ne vous surprendrai pas en vous disant que si on arrivait à tout dépister les 3000 branchements de services dans une même année, malheureusement, en une année, on ne serait pas en mesure de pouvoir faire face à l'ensemble des remplacements. Et là, à ce moment-là, nous, on va faire de la communication avec vous pour pouvoir vous tenir informés par rapport au développement pour les travaux. Okay. Donc, ce que je dis à mes voisins, c'est que ce n'est pas cette année. Pour la 3e avenue, là, précisément, je vais laisser le soin à ma collègue. Là, on est en jaune. Vous êtes en jaune. À l'œil. Je ne vous dis pas où, là, mais on est en jaune. Normalement, sur la carte qui sont là, c'est des propriétés qu'on dépiste. Ça serait dépisté cette année. Normalement, c'est qu'on ne fait peut-être pas la 3e avenue au complet parce qu'on les a divisés en secteurs à peu près 200-250 maisons. Fait que ça se peut que la 3e avenue soit dans secteur 1, 2 et 3. C'est pour ça qu'on fait une partie cette année peut-être, mais peut-être vous on fait, puis pas le voisin parce qu'il est sur l'autre rue. Il est de l'autre côté de la rue. Ça, il faut comme le limiter. Fait que des fois, ça n'a peut-être pas de sens pour vous, nos secteurs. Pour nous, ça fait un peu de sens, mais des fois, c'est un peu dur. Je ne juge pas. Non, mais des fois, c'est un peu donc, dur. on va attendre le petit papier sur la porte. Exactement. Ça va être le signal pour vous là, qui va vous annoncer notre venue. Là. Parfait. Puis, on le dit parce qu'on a été confrontés justement à
notre découpage arbitraire qui faisait en sorte qu'à un coin de rue, on faisait du dépistage. Puis les voisins de juste l'autre côté de la rue se disaient, mais on vous attend, qu'est-ce que vous faites? Vous ne venez pas. Mais ça expliquait le pourquoi. Là. Il y a un découpage arbitraire pour nous permettre de fonctionner là, en termes de planification. OK. J'ai une question sur les travaux. Oui. Bon, nous autres, on n'est pas en marge zéro. Là, on a, je pense, Vous avez une façade là, en avant. Typique 3e avenue. On a refait nos galeries l'année passée. Quand vous arrivez avec la machinerie, on aurait-tu dû attendre de refaire la galerie ou la manière que le tuyau est changé, vous excavez puis vous êtes impact minimum? Là, parce que mes voisins vont être très... Moi, ça va. Là. Mes voisins vont être très inquiets. On comprend. Malheureusement, c'est tout du cas par cas parce que là, c'est difficile de répondre. On ne connaît pas la disposition du branchement de service vis-à-vis de votre terrain puis de l'aménagement en soi. C'est sûr que relativement à ça, on n'a pas 75 façons de remplacer un branchement de service. De façon générale, quand on parle d'une résidence qui est ciblée, c'est que généralement, il n'y a pas seulement le branchement d'aqueduc qui est problématique, il y a le branchement sanitaire aussi qui devient vieillissant, puis on en profite en même temps pour faire place nette dans la mesure du possible. Donc, à ce moment-là, ça implique une tranchée. Puis, s'il y a des aménagements de surface comme des briques ou du dallage, bien là, c'est sûr que ça peut entraîner des complications en termes de dommages relativement à ça, mais c'est pris en compte dans le calcul par rapport à la subvention. OK, c'était ma question. Est-ce que le fameux 5 000 dont vous parliez tantôt inclut ce genre de travaux-là? Généralement, oui. OK. Mais encore là, c'est variable d'un cas à l'autre. OK, parfait. Merci beaucoup. Merci, M. Laliberté, pour vos questions, parce que je vois qu'il y a Oui. quand même des questions qui demandent, qui veulent savoir, bon, moi j'habite sur la 3e rue, on va savoir des travaux, où on peut voir la carte avec les bâtiments en couleur. Alors, la présentation va être déposée ce soir sur le site web de la ville. Là. Ernesto va vous remettre le lien pour que vous puissiez accéder à la carte là, que vous semblez bien apprécier. Et si vous n'êtes pas certain pour votre... puis là, vous me corrigerez, là, mesdames, là, si vous n'êtes pas certain que c'est votre adresse cette année, vous faites le 311. Pour être certain avec la précision. Là. Parfait. Alors, s'il y a d'autres questions, là, je pense que je répéterai le message plutôt que vous prendre individuellement, ça va être plus facile. Bonsoir, madame. Bonsoir. Alors, Annie Touznia, 8e rue. Cette année, ils refont notre rue pour une piste cyclo-piétonne. Est-ce que vous en profitez pour vous arrimer avec ces travaux-là, tant qu'à défaire la rue, en même temps, on regarde les branchements des maisons? Ou De façon générale, on est arrimé avec le service de l'ingénierie et le service aussi qui est responsable justement de ce genre de programme d'aménagement de la voirie. Là, je ne sais pas si ça correspond à un numéro des chantiers qu'on doit surveiller cette année. J'ose croire que oui, mais en effet, on est attaché avec l'ensemble des parties prenantes qui travaillent sur la voirie pour justement essayer de profiter de ces opportunités-là pour éviter d'avoir à détruire des infrastructures qu'on investit à mettre en place pour faciliter la vie puis augmenter la convivialité là, des quartiers. Donc, d'emblée, je vous dis que oui. Là, je vais juste m'assurer que la 8e avenue, c'est plate parce que c'est la 8e rue entre la 1re avenue et la 3e avenue qu'il reprend. Et je vais m'assurer de passer le message à la technicienne en planification pour me conforter dans la réponse que je vous ai donnée, comme de quoi qu'on est arrimé là, pour ce programme. Bon, merci. Merci beaucoup pour votre question. Une question sur les matériaux. Là. On parlait tout à l'heure de matériaux de cuivre. On voudrait savoir, est-ce que le plomb, le laiton, mais en fait, le cuivre, est-ce qu'on peut retrouver du cuivre dans les tuyaux? Oui. La réponse simple, c'est oui. Le cuivre est un métal, donc avec le temps de stagnation, avec la dimension des conduites, et ainsi de suite, il y a une certaine capacité de se solubiliser, ce cuivre-là, mais comparativement au plomb, où ce que la norme est à 5 microgrammes par litre, la norme pour le cuivre est à 1 milligramme par litre. Donc, on parle de 250 fois plus élevé comme norme que ce qui est propre au plomb. Puis la norme de 1 milligramme par litre pour le cuivre est davantage esthétique que toxicologique.
Donc, ça prend des quantités de plomb pas de plomb, mais de cuivre beaucoup plus importantes pour engendrer des problèmes de santé que le plomb. Puis, les mécanismes de libération du cuivre dans l'eau ne sont pas les mêmes non plus. Donc, de façon générale, l'enjeu n'est vraiment pas au niveau de la libération du cuivre par les branchements de service, ni les canalisations à l'intérieur des résidences, là. C'est vraiment plus les matériaux de type plomb, laiton, acier galvanisé. Merci beaucoup. Il nous resterait encore 2 questions. Alors, là, je vois que je n'ai pas de main levée, je n'ai pas de questions par téléphone, plus personne en salle, mais il me reste quand même 2 questions de M. Durocher, alors, qui veut faire du pouce sur la question de M. Paquette. Est-ce que la subvention qui est offerte est également applicable pour les branchements non conformes dans un autre matériel qu'en plomb? Oui, je vous le confirme. Selon le règlement RVQ 2884, on l'a intégré pour que justement, si par malheur, on arrivait à trouver un branchement de service en acier galvanisé ou en laiton, le remplacement de ce branchement-là serait également éligible à la subvention. Merci. Puis, on voudrait savoir quelle est la norme à laquelle on peut se référer pour les matériaux autorisés et les limites en plomb, notamment. Pourriez-vous nous envoyer le lien ou un hypertexte? Ce que je peux vous dire par rapport à la norme en plomb, c'est que sur le site de la Ville de Québec, on a dédié une page où justement, on a été regrouper l'ensemble des informations qui étaient produites par le ministère de l'Environnement, par Santé Canada, donc pour vous donner vraiment une base solide au niveau là, des références scientifiques et réglementaires qui sont applicables. Pour ce qui est des règlements en termes de matériaux, je laisserai peut-être la parole à mon collègue, M. Couillard. Peut-être que là, je vais peut-être chercher, je tire loin, là. Je vous référais au règlement de la Ville de Québec qui est le 2978, qui est le 2978. B2, qui fait un peu la nomenclature des normes sur le branchement privé d'eau potable. Donc, ça va spécifier un branchement en cuivre et rien d'autre. Donc, merci. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Bonsoir, Gaétan Gingras, 6e rue. Je voulais juste savoir, M. Couillard disait tout à l'heure qu'il parlait des cartons qui sont distribués pour une visite éventuellement une semaine ou 2 ou 3 semaines après, si on est à l'extérieur du pays en vacances, parce que la période de dépistage, c'était juillet ou septembre? Oui, principalement. On peut être à l'extérieur du pays si oui. Puis moi, je suis propriétaire, donc faut-tu que j'avise quelqu'un en Bien, conséquence? Normalement, ce que nous, on a comme, je dirais, parade à une absence comme ça, c'est la possibilité de faire de l'échantillonnage au robinet jardin. C'est sûr que ça ne veut pas dire nécessairement que votre robinet jardin va être fonctionnel ou en opération au moment où ce qu'on va passer. Mais si on se rend compte qu'on n'a pas été en mesure de pouvoir vous recontacter, on a quand même des équipes, nous, qui vont continuer à faire du dépistage jusqu'à la fin du mois d'octobre. Donc, on ose penser que dans la période élargie du 5 mois, en vous laissant un message comme de quoi qu'on a tenté de vous rejoindre puis que malheureusement, ça ne s'est pas fait, bien que vous allez avoir l'opportunité de nous recontacter. Et si ce n'est pas fait cette année, bien, ça sera reporté à l'année prochaine à ce moment-là en fonction de vos disponibilités. Est-ce qu'il faut que ce soit le propriétaire qui soit présent ou ça pourrait être un locataire? Ça pourrait être un locataire. Mais c'est sûr que l'idéal, ce serait que ce soit le propriétaire pour qu'on puisse justement là, s'assurer de la bonne communication de l'information, puis de part et d'autre, d'avoir répondu là, à l'ensemble des enjeux qui pourraient être en place. Merci. Merci, excellente question. Alors, je rappelle aux gens qui sont en ligne et même en salle là, qu'on a sur le site web là, la présentation qui est déjà en ligne. Alors, Ernesto a été assez efficace. La présentation est en ligne et demain, on devrait aussi avoir l'enregistrement là, si vous voulez réécouter ce que les experts ont dit. Alors, avant de passer le mot de bienvenue, je vous rappelle de visiter le site web, composer le 311 si vous voulez savoir si votre maison, immeuble va faire partie des travaux cette année ou pour toute autre question aussi, si vous voulez avoir des spécifications. Je sais que le 3.1, c'est une porte qui est générale, mais il y a une équipe en arrière qui sont prêtes là, à vous répondre. Alors, les téléphonistes sont prêts à transférer rapidement la question à l'équipe de Mme Brouillette et compagnie. Alors, Mme Smith, alors ce serait le mot de la fin.
Et merci tout le monde d'être ici. Merci pour vos excellentes questions. Je pense qu'on a toutes démystifié le processus ensemble. Puis merci à mes collègues de faire le travail aussi complète et complexe, c'est sûr. Et merci beaucoup pour la participation, tout le monde. Bonsoir. Merci. Puis il y a plusieurs personnes en ligne qui remercient Mme Roy, Mme Bouchard. Alors, le message est transmis. Merci à vous de vous être déplacés malgré la pluie. Ça nous fait plaisir de discuter. Si vous avez d'autres questions, on reste présente. On est disponible. Merci. Merci. Bonne soirée. Merci.